Bonjour à tous, bon début de journée. Sébastien Saint-Pierre avec vous dans l'émission hebdomadaire quotidienne de la vie agricole et aujourd'hui de l'Institut Jean Garon. Je suis accompagné aujourd'hui de mon collaborateur, mon acolyte pour les émissions, M. Simon Bégin. On a également avec nous aujourd'hui Maxime Laplante et Guy Debailleul, pour avoir la chance d'accueillir notre invitée, journaliste au devoir depuis quelques années, même qu'elle pourra nous dire depuis combien de temps, Madame Magdalene Boutros, Madame Boutros a fait 7 articles qui ont paru au début du mois de janvier sur le bien-être animal. Donc bonjour tout le monde, Simon. Bonjour. Oui, bonjour Mme Boutros, bonjour Sébastien, Guy et Maxime. Écoutez, Mme Boutros, d'entrée de jeu, moi aussi je tiendrais à souligner ce fait assez rare d'un grand média généraliste comme Le Devoir qui consacre autant d'espace, autant d'efforts à un sujet agricole. On a été peu habitué à ça au cours des dernières années moi je tiens à le souligner, d'abord la qualité même des articles. Alors d'entrée de jeu, je vais vous demander pourquoi cette série, qu'est-ce qui a amené Le Devoir et vous-même à se pencher sur cet enjeu-là? Bien, tout d'abord, je vais vous remercier pour l'invitation. Là, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de ce vaste sujet qu'est l'élevage intensif des animaux au Québec. Alors, ce qui a été la bougie d'allumage de cette série-là, c'est vraiment un questionnement qu'on avait. On a l'impression que les animaux sont encore très présents dans notre alimentation ici au Québec, mais on ne sait pas vraiment comment ils sont élevés. Donc, ma prémisse de base, c'était de me demander, mais comment ça se fait qu'on en sait si peu? Et puis, j'avais envie d'en découvrir plus, ce qui m'a amené à faire plusieurs entrevues avec des producteurs agricoles pour qu'ils m'expliquent comment les animaux sont élevés dans la province, aussi avec des défenseurs des droits des animaux et avec certains spécialistes, donc que ce soit des professeurs d'université ou des vétérinaires, pour essayer d'avoir un bilan, une espèce d'état des lieux le plus complet de la situation. Alors, écoutez, moi, ce que j'ai trouvé un peu remarquable, effectivement, dans votre série d'articles, entre autres choses, c'est l'espèce de pédagogie que vous faites, que vous réussissez à faire de ces enjeux-là. On peut presque parler d'un cours 101 sur l'élevage au Québec, parce que ce soit dans le porc, le poulet ou le bovin, on peut voir à travers vos articles les principales étapes. Alors que on était habitué plutôt à, quand quelqu'un abordait la question, un média abordait la question du bien-être animal, avoir des images chocs, des animaux maltraités, des images là, qui allaient vraiment chercher là, de l'émotion très forte. Et escamotant la réalité qu'il peut y avoir derrière ça d'une industrie, de gens qui vivent de ça. Alors, effectivement, si on va au contenu, le premier de votre série d'articles, c'est un article qui présente vraiment les grands chiffres et ça a effectivement de quoi surprendre. On parle de 2,3 millions d'animaux abattus chaque jour au Canada pour nourrir la population. Ça donne un grand chiffre à la fin de l'année de presque 900 millions d'animaux abattus, dont presque 800 millions de poulets. Alors, et là-dessus, il y en a un grand nombre qui est au Québec. Alors, est-ce que c'est une réalité qui vous-même vous a surprise de voir l'ampleur de cette industrie? Bien, ça nous a beaucoup surpris. Ça a vraiment été la première étape de notre série d'articles. La première démarche, ça a été de comptabiliser ces données-là. C'est un travail qui a été fait essentiellement par ma collègue Sandrine Vieira, qui est journaliste de données au devoir. Donc, elle a compilé les données d'abattage de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Et on est arrivé à ce chiffre complètement pharaonesque là, de 854 millions d'animaux qui ont été abattus en 2022 au Canada. Donc, c'est un record. Et comme vous dites, c'est vraiment la vaste majorité, donc 91% de ces animaux sont des poulets. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'il y a eu une diminution au cours des dernières années de la consommation de viande rouge et de viande de porc. Donc, depuis les années 80, ça serait une diminution d'environ 30%. On peut penser qu'il y a peut-être des préoccupations en termes d'environnement ou de santé. Et puis, les consommateurs se sont rabattus beaucoup sur la viande de poulet. Et vu que les poulets sont beaucoup plus petits qu'une vache, par exemple, donc il faut en tuer beaucoup plus pour obtenir la même quantité de viande. En termes de sensibilité, Mme Boutros, est-ce que on peut facilement être ému devant le spectacle d'un veau naissant séparé de sa mère? S'il a le malheur d'être un petit veau mâle, ben, il prend rapidement le chemin de l'abattoir par rapport à des centaines de poulets abattus à la chaîne. Est-ce que c'est un élément de réflexion dans la sensibilité du public face à l'industrie de l'élevage? Bien, c'est une très bonne question.
Puis il faut savoir que les poulets de chair sont abattus quand ils ont 36 jours de vie. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont atteint le poids de 2 kilos, donc qui est le poids voulu pour les poulets de rôtisserie. Donc, ils sont encore tout jeunes. Et puis, on sait qu'il y a beaucoup de consommateurs qui rechignent à manger de la viande de veau vu que ce sont des bébés encore. Mais bon, les poulets ont à peine plus d'1 mois de vie lorsqu'ils sont tués pour être mangés. Donc, on peut facilement faire un parallèle entre les deux situations. Ben, ce qu'une personne me disait, la directrice d'Animal Justice, Camille Lapchuk, c'est que selon elle, les consommateurs ont tendance à avoir plus d'empathie envers un veau, une vache, parce que ce sont des mammifères comme nous, alors que les poulets ne sont pas des mammifères. Donc, il y a peut-être un élément de réponse. Là. Je serais curieuse de vous entendre là, pour voir si vous êtes d'accord ou pas avec cette suggestion-là. Puis de manière générale... Oui, allez-y. Oui, écoutez, je ne sais pas, peut-être Guy, vous avez un sentiment là-dessus. Moi, je pense qu'effectivement, il y a un réflexe naturel d'être plus sensible à la douleur ou à la souffrance d'un petit veau que d'un poulet, mais je pense que les experts pourraient nous dire que le poulet est un être sensible au même titre qu'un mammifère. Ben, je pense aussi que vous avez raison, que le fait que ce soit des mammifères, quand on parle des veaux ou des autres animaux d'élevage appartenant à la même catégorie, ça pourrait être aussi les moutons, les chèvres, etc. Ça peut expliquer qu'il y ait une plus grande sensibilité. Ceci dit, lorsqu'il s'agit de jeunes animaux, j'ai l'impression qu'un jeune poussin attire tout autant l'intérêt du public, en particulier des enfants, et qu'un jeune veau ou un jeune animal, quel qu'il soit. Mais pour rajouter peut-être à ce que Guy dit, moi j'ai l'impression, on parle d'un poussin, on parle des enfants. À Pâques, il y en a beaucoup qui vont recevoir des poussins. Puis on le voit encore, les poussins, ils vont être là, mais ils vont grandir. Ils font quoi? Ils s'en débarrassent. Les chats et les chiens dans la maison, il se passe quoi le 1er juillet? Tu déménages, on ne peut plus l'avoir dans le nouveau logement. On va domper ça sur une ferme. On va domper ça dans le bois. On s'en débarrasse. Moi, j'ai de la misère au niveau des gros animaux, au niveau, mettons, des vaches, si on parle. Les gens qui disent, pauvre vache, le veau est arraché de sa mère. Si c'est un mâle, il est envoyé à l'abattoir. Essayez de faire du lait avec un mâle, vous ne serez jamais capable. Vous ne serez jamais capable. Et il est arraché de sa mère. C'est pas nécessairement tous les vaches qui vont être maternelles. Et imaginez la bête de 16 puis de 1700 livres qui va décider de se coucher sur son veau, que ce soit une génisse, donc une femelle, ou que ce soit un petit mâle, un petit bœuf. Ben, elle va tout simplement l'écraser. Fait que c'est sûr et certain qu'à la télévision, c'est plate de voir, c'est pas beau, puis c'est pas, pour utiliser un autre terme, c'est pas sexy de voir un veau qui se fait enlever directement de sa mère quand il est un veau naissant, mais la nature fait que la femelle va le rejeter directement également pour qu'il aille apprendre à vivre. Écoutez, Mme Boutros, moi, je voudrais me souligner un aspect de votre série d'articles, c'est le ton. Je pense que vous avez réussi à avoir un ton très équilibré dans un débat qui est très clivant entre les défenseurs parfois radicaux du droit des animaux et la grande industrie des méthodes de production extensives qui sont intensives plutôt, qui sont pas toujours qui peuvent choquer là, un observateur de l'extérieur. Est-ce que c'est un souci? Est-ce que ça a été difficile pour vous de garder ce ton-là équilibré? C'était vraiment un souci qu'on avait. On voulait proposer une information claire et impartiale à nos lecteurs. Comme vous le dites, c'est vraiment un sujet clivant. C'est assez difficile, même dans nos conversations entre amis, de discuter de ce sujet-là parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment deux camps très opposés puis presque irréconciliables qui s'affrontent dans ce débat-là, alors qu'il y a beaucoup de nuances à apporter. Et puis, donc c'était ça. Donc, l'idée derrière la série, c'était de parler à des défenseurs des droits des animaux, mais aussi à des producteurs pour comprendre pourquoi ces pratiques-là ont été adoptées par l'industrie, qu'on soit d'accord ou non avec ces pratiques-là, ben, il y a une raison pour laquelle elles ont été adoptées. Puis là, je pense que c'est très intéressant. On parlait notamment de la séparation du veau avec la vache laitière qui se fait généralement dès les premières heures de vie dans la plupart des vaches laitières ici au Québec. Alors ça, c'est un très bon exemple d'une pratique qui est controversée parce que les défenseurs des droits des animaux vont dire ben c'est cruel de faire ça. Puis c'est fait uniquement pour pouvoir garder le lait pour la traite, donc pour la consommation humaine. Ce que les producteurs disent, ce n'est pas que pour ça, c'est aussi pour la santé du petit veau, c'est pour s'assurer qu'il prend suffisamment de colostrum, donc on va lui donner avec un biberon dès ses premières heures de vie, c'est pour s'assurer qu'il ne tète pas au pied de sa mère ou qu'il se fasse au pied de sa mère qui peuvent être souillés par des excréments ou encore pour pas qu'ils écrasent leur petit. Et je vais juste ouvrir une parenthèse, non seulement ça, le colostrum est remis pendant les 3 à 4 premiers jours au veau.
dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ben, s'il y a des excréments près du pis et ça crée des maladies au pis, ça peut créer de la mamite qu'on appelle dans le pis, qui va faire que la vache va être aux antibiotiques et encore plus longtemps sans être tirée et le lait jeté directement au dallo. Oui. Alors, c'est vrai. Écoute, oui. Ce que je voulais juste terminer en disant qu'en parlant des experts, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un peu plus de nuances à apporter dans ce débat-là. Ce qu'on nous a dit, c'est que oui, ça crée de la souffrance aux animaux, mais ça en créerait encore plus si on séparait le petit de sa mère après une semaine de vie plutôt qu'après quelques heures, parce qu'il y aurait une relation d'attachement qui aurait commencé à se développer. Donc, la meilleure solution, selon eux, c'était soit de les séparer très tôt dans leur vie, comme ça se fait en ce moment dans la plupart des fermes laitières, ou encore d'attendre plus tard pour qu'il y ait un sevrage plus naturel qui se fasse quand le veau est un petit peu plus vieux. C'est une pratique qui n'est pas très commune, je pense, ici au Québec, mais ça commence à éclore un petit peu partout dans le monde, particulièrement en Europe en ce moment. Dites-moi, est-ce que vous avez, j'imagine que vous avez reçu certains commentaires, comme c'est un sujet très sensible, les gens ont dû réagir à vos articles. Qu'est-ce qui en ressort de ces commentaires-là? Oui, bien, j'ai reçu beaucoup de commentaires là, tout au long de la publication de la série. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Enfin, un média généraliste s'intéresse à la question du bien-être animal. » C'est vrai que c'est une question qui n'est pas beaucoup couverte là, par les plus grands organes de presse. Il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup appris en lisant cette série-là. Donc, ça m'a fait très plaisir parce que c'était ça l'objectif à la base. Et puis moi aussi, je dois vous dire que j'ai beaucoup appris en faisant de la recherche pour cette série-là. Je connaissais pas grand-chose à l'élevage des animaux avant de commencer à travailler là-dessus. Puis il y a des lecteurs, évidemment, qui n'étaient pas d'accord avec les arguments qui étaient présentés par les défenseurs des droits des animaux. Donc, il y a vraiment eu toute une panoplie de commentaires que j'ai reçus. Écoutez, vous l'avez mentionné brièvement tantôt, le Québec n'est pas tout à fait au même niveau que certains pays européens. Maxime, toi qui as œuvré en agriculture en Europe, peut-être tu pourrais nous éclairer là-dessus. On a vu dans la série d'articles, Mme Boutros, que ce soit sur le nombre de vaches entravées, les truies en cage, le sexage des poussins, toutes ces méthodes qui peuvent être controversées, les pratiques sont différentes en Europe, n'est-ce pas, Maxime? Oui, effectivement. Bonjour tout le monde d'abord. Oui, puis je pense que Mme Boutros a tout à fait raison qu'il faut aller dans la nuance. Il ne s'agit surtout pas de soulever les colères des différents groupes là-dedans. Je pense que oui, il y a besoin d'informations factuelles et de pouvoir en discuter, de pouvoir aussi comparer comment ça peut se passer dans d'autres pays et comment ça pourrait se passer aussi au Québec. Bon, je regarde juste la taille des fermes. J'ai travaillé moi-même sur une ferme laitière en Allemagne, entre autres. Ils n'ont pas du tout la même taille d'entreprise que ce qu'on peut avoir ici. Ils n'ont pas toute la structure des plans conjoints et des quotas non plus. Ça a un impact. Juste en comparaison, lorsque j'étais en Allemagne sur ces fermes-là, on n'était pas tenu d'avoir la même quantité de lait à chaque mois de l'année et de façon parfaitement égale. Si vous faites ça, obligatoirement, ça veut dire qu'avant d'envoyer une vache au pâturage d'été, alors que l'herbe est verte, ça va augmenter le taux de protéines, donc la quantité de lait peut augmenter, etc. Et ça vous oblige beaucoup à uniformiser votre façon d'élever les animaux à longueur d'année pour que la production de lait au mois de février soit la même qu'en plein mois de juillet. Ça vous oblige à l'insémination artificielle parce qu'encore là, le taureau est souvent plus fertile à l'automne et peut-être moins au mois de mars. Donc, vous devez uniformiser les moments de seiller aussi. Vous devez uniformiser l'alimentation. Donc, c'est l'ensilage qui permet de conserver la valeur des aliments plus longtemps que c'était du point sec, de façon à éviter les fluctuations de production. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a un contexte. Il y a un contexte qui pousse, qui amène un système de production. Mais rapidement, Maxime, au niveau de la nutrition, on pourrait en reparler parce qu'on va s'arrêter dans quelques secondes pour la pause. On en reviendra suite à ça. Mais au niveau de tout ce qui est nutrition, les bêtes qui sont entravées, qui sont dans des étables l'hiver, ils vont manger beaucoup plus de maïs, vont manger beaucoup plus de soya, qui va pouvoir amener également la production laitière en plus grande quantité. Et oui, l'insémination est là, mais souvent, c'est pour un niveau de génétique et non pas seulement avoir 1 ou 2 ou 3 taureaux dans l'étable. On prend une pause, on arrête une petite minute 30, on revient là-dessus parce que je pense que c'est quand même très, très intéressant ce qu'on entend avec Maxime, justement. Donc, Sébastien Saint-Pierre, Simon Bégin, Maxime Laplante, Guy Debailleul et notre invité aujourd'hui, Magdalene Boutros, qui sont tous avec nous dans l'émission de La Quotidienne aujourd'hui sur les ondes des 13 Radio FM
partout au Québec et dans l'Est de l'Ontario. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La Quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec. De retour à notre quotidienne de l'Institut Jean Garon. Sébastien Saint-Pierre avec vous comme ça ce matin encore avec mon acolyte Simon Bégin. Maxime Laplante, Guy Debailleul et notre invité du Devoir, Madame Magdalene Boutros. Magdalene qui a fait 7 articles sur le bien-être animal et je pense que c'est un sujet qui touche vraiment monsieur, madame, tout le monde, que ce soit de l'agriculture, que ce soit de l'extrême également au niveau du bien-être animal, mais également des gens, disons ça comme ça, de la ville, parce qu'on ne sera pas de cachette. Il y en a de moins en moins également des expos agricoles pour aller voir qu'est-ce qui se passe réellement du côté des producteurs. On parlait avant la pause de la nutrition. On parlait également des vaches élevées plus à l'extérieur versus plus à l'intérieur. Mais je crois également, et Maxime, on en reparlera, mais juste avant de continuer, j'ai Guy ici que je sais qu'il y avait une question quand même très importante sur le dialogue, au niveau du dialogue de tout ça. Là. Guy, je te laisse poser la question. Oui, non, ce que je voulais aussi remarquer, Madame Boutros, vous avez eu l'occasion d'interviewer des professeurs, notamment à l'Université Laval, au département de sciences animales, en matière de bien-être, qui sont spécialisés en matière de bien-être animal. Pour avoir fait l'essentiel de ma carrière à l'Université Laval, je peux effectivement témoigner qu'il y a des professeurs qui ont été recrutés dans ce domaine-là, disons, depuis une vingtaine d'années. Ça veut dire qu'auparavant, il n'y en avait pas. J'ai eu moi-même une formation en France comme agronome et j'ai travaillé aussi à l'Institut de la recherche agronomique. Et si je regarde, si j'essaie d'avoir un regard sur le passé, je dois dire que la recherche, la science a pas mal contribué à produire ce système intensif. Je dois dire qu'avec le recul, c'est un peu comme si nos chercheurs avaient considéré à un moment donné les animaux en quelque sorte comme des machines dont il fallait améliorer la performance. Moi, je me souviens effectivement, soit de cours que j'ai reçus en zootechnie, soit de réflexions de collègues dans ces domaines-là, qui disait, ben oui, c'est tout à fait logique de laisser les vaches à l'étable parce que si on les laisse pâturer, toute l'énergie qu'elles dépensent pour se déplacer, pour aller brouter elles-mêmes, parce qu'effectivement, il faut une certaine énergie pour couper l'herbe avec ses dents, que mâcher simplement ce qu'on vous donne à l'étable. Toute cette énergie, elle est perdue pour la production laitière. De la même façon, quand il s'agit de produire des animaux de boucherie, c'est la même chose. Il vaut mieux réduire toutes les sources de dépenses d'énergie qui ne servent pas à produire de la viande. Donc, il y a eu effectivement, du côté de la science, toute une période où on mettait essentiellement l'accent sur l'amélioration de cette production
productivité animale. Et alors maintenant, évidemment, on a aussi dans la production scientifique des travaux très très importants en matière de bien-être animal, mais il faut reconnaître aussi que de ce point de vue-là, c'est relativement récent. On peut pas simplement dire il y a les producteurs qui utilisent ces méthodes d'élevage et de l'autre côté ceux qui défendent bien animal. Toute une partie de la science a été associée à la production de ce modèle. D'accord. Oui, Guy, merci. Madame Boutros, dans votre dernier article, vous abordez la question de la législation québécoise en matière de bien-être animal. Et j'aimerais à ce moment-là peut-être entendre Maxime. Maxime, toi, à l'époque, comme cofondateur de l'Union paysanne, tu étais intervenu en commission parlementaire pour faire, entre autres, je me souviens bien, faire valoir peut-être une espèce d'incongruité. Il y a une belle loi sur le bien-être animal, mais il y a un article qui dit que la loi ne s'applique pas aux animaux d'élevage. Peux-tu nous en parler un peu? En gros, effectivement, Simon, il y a deux aspects qui ont été principalement soulevés là, dans le mémoire que j'ai présenté. Le premier, c'est si on revient à la définition du mot animal. À l'origine, c'est un mot grec. Laissons faire les cours de latin et de grec ce matin. Là, on tombera pas dans les nuages. Mais le mot animal veut dire mouvement. Et présentement, si on constate que l'immense majorité des animaux élevés au pays sont des bêtes qui sont attachées. Donc, est-ce qu'on est en train de considérer nos animaux comme des végétaux? La question peut déjà se poser. Lorsqu'on regarde l'espace laissé de 64 pouces carrés pour une poule, c'est pas beaucoup 64 pouces carrés, hein? C'est 8 pouces par 8 pouces, c'est même pas une feuille de papier. Donc, on fait la même chose avec les lapins en cage, on fait la même chose avec les vaches entravées, on fait la même chose. Mais encore là, c'est pas des accusations que je veux porter, c'est juste un constat. Et le deuxième, effectivement, c'est que le projet de loi sur le bien-être animal disait très clairement, on a d'une part le Code des bonnes pratiques agricoles. Et ça, on n'y touchera pas, parce que c'est le Code des bonnes pratiques agricoles. Oui, mais c'est parce que les animaux agricoles, c'est 99% des animaux qu'on élève au pays. Les chiens, les chats, les poissons rouges, etc., c'est une infime minorité. Ils sont peut-être présents dans nos vies parce qu'on a un chat à la maison, mais c'est pas les 900 millions d'animaux qui sont abattus à tous les ans. Fait que finalement, on se retrouve avec un projet de loi ou une loi qui dit oui, on s'occupe du bien-être animal, mais finalement, la partie agricole, on n'y touche pas, à tort ou à raison. Fait que on va pas vraiment au bout de la chose. Puis, on regarde le débat entre les vaches entravées et les vaches en stabilisation libre. Bon, ou est-ce qu'on les garde attachées par le cou toute l'année, ou si on les laisse marcher un peu dans l'étable? Mais peu importe le système, c'est que des vaches, ça va dehors normalement. Ça devrait avoir accès au soleil. Il y a plusieurs pays d'ailleurs qui obligent ça en production biologique. Vous êtes obligé d'avoir un accès à l'extérieur. Et la stabilisation même libre dans un bâtiment fermé a également des avantages. Donc, mais encore là, je reviens sur le fait qu'il y a un système qui a poussé à ça. Il y a des raisons économiques pour l'éleveur. Il va peut-être falloir, ça c'est un troisième aspect qu'on a touché dans le mémoire que j'ai présenté, le bien-être des éleveurs aussi. Il va falloir s'en occuper. Parce que ça a un lien également, le stress d'avoir à travailler dans ces conditions-là. Je reviens sur la question du transport en comparant l'Europe que j'ai vécue, que ce soit l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse. Juste la question du transport du lait. Ici au Québec, depuis les années 75 ou à peu près, il y a une obligation d'avoir un pôle tank réfrigéré à la ferme, donc un réservoir pour réfrigérer le lait. Mais j'ai vu des fermes en Europe qui n'ont pas cette obligation-là, donc à ce moment-là, le fermier n'est pas très loin de la laiterie où il livre son lait. Fait qu'il y a simplement un salon de traite mobile qui traîne derrière son tracteur. Fait que les vaches restent au champ au lieu de rentrer dans l'étable. Fait qu'il va traire les vaches directement dans le champ le matin puis le soir. Puis avec son pick-up ou sa voiture, il apporte directement le lait à la laiterie pour transformation. Fait que finalement, si vous contrôlez un système de transport, vous obligez aussi à avoir le système réfrigéré, vous obligez à avoir les vaches près du système de traite. Fait que tout ça va ensemble. Moi, ce que je demande au Québec, c'est qu'on ait une flexibilité. Oui, moi, j'aimerais savoir, Maxime, parce que dans l'idée que tu amènes, et tu as raison sur plein de trucs, Magdalene, dans les visites qui ont été faites, est-ce qu'il y a des fermes bio qui ont été visitées? Parce que moi, je connais certaines fermes bio que les bêtes, on parle, mettons, ici dans le laitier, les vaches laitières passent leur journée dehors, entrent à l'étable pour se faire traire et ressortent à l'extérieur. Est-ce qu'ils ont été visitées, ces fermes-là?
Non, c'était vraiment pas l'objectif de cette première série d'articles-là. C'était vraiment d'expliquer comment la majorité des animaux de ferme sont élevés au Québec. Donc, on s'est pas attardé aux cas plus particuliers ou aux méthodes alternatives, mais qui gagnent en popularité, je pense, au Québec et qui sont, les consommateurs demandent de plus en plus aux producteurs d'adopter des pratiques qui sont plus en phase avec le bien-être animal. Et je pense que ça soulève toute une autre question. Est-ce que les consommateurs devraient payer plus, devraient accepter de payer plus pour avoir des produits qui sont qui permettent d'avoir un meilleur bien-être pour les animaux? Parce que ça, on se ramène au niveau, on va se ramener au niveau laitier. Qu'est-ce qui va être payant dans le lait? C'est le gras et la quantité. Donc, une vache qui va donner un lait gras et en grande quantité va être plus payant pour le producteur laitier. Donc, à ce moment-là, oui, ça va être un exercice de nutrition et de calculer les rations par bête. Et de là peut être intéressant les vaches entravées, donc les vaches attachées, là, tout simplement. Là. Oui, Mme Boutros, à travers les entrevues que vous avez faites avec les éleveurs, on voit qu'il y a une volonté dans l'industrie de l'élevage d'améliorer le bien-être animal. On voit des progrès. C'est lent, là, mais il y a des progrès quand même. Mais en même temps, vous avez pu interviewer le ministre Lamontagne. On a un peu l'impression qu'il se tient un peu sur la clôture, le ministre. Il voit bien la pression du public pour plus de bien-être animal, même des position extrémiste. Il connaît bien les besoins de l'industrie, la nécessité de nourrir la population. Est-ce que vous croyez qu'il y a une volonté politique au Québec d'améliorer le sort des animaux de ferme? Moi, j'ai demandé plusieurs fois une entrevue avec le ministre Lamontagne. On n'a pas donné suite à mes demandes, mais mes collègues qui sont sur la colline parlementaire à Québec, à l'Assemblée nationale, ont pu lui parler en marge d'un conseil des ministres là, au début janvier. Puis ce que le ministre leur a dit, c'est que selon lui, il n'y a pas de double standard à ses yeux entre le traitement qui est réservé aux animaux domestiques, donc les chats et les chiens qui vivent avec nous, et les animaux d'élevage. Ce qu'il nous a dit aussi, puis ce que son cabinet nous a répété, c'est que la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal a été adoptée en 2015, comme on disait plus tôt, donc c'est relativement récent selon eux. Donc c'est pas le temps pour eux ils estiment que c'est pas le temps déjà de retravailler la loi puis d'apporter des amendements. Ce qu'il nous a dit, c'est qu'on est encore à veiller à la bonne application de la loi. Donc je pense pas qu'il y ait une volonté politique pour l'instant à Québec pour modifier les choses. Je pense que c'est ça qui diffère avec ce qui se passe en Europe. En Europe, il y a une volonté politique qui est beaucoup plus claire pour changer les pratiques dans le domaine de l'élevage des animaux. Écoutez, peut-être un élément légal sur la chose, si tu me permets, Simon. Exemple, je faisais référence au fameux plan conjoint. Au Québec, supposons là, que j'aimerais avoir 2 vaches chez moi, à la ferme, de commercialiser mon lait, le fromage, etc. Mais je n'ai pas le droit de faire ça. C'est une pratique qui est interdite. Il est interdit au Québec d'avoir moins de 10 bonnes vaches laitières. Et là, c'est la moyenne. On parle de 8 à 9 000 kilos de lait par année par vache. Donc, c'est pas juste la petite Jersey qui va donner 3-4 000 litres de lait par année. Là. Si je n'ai pas au moins 10 vaches de bon format, je n'ai pas le droit, point. Je n'ai pas le droit d'avoir une vache ou 2 vaches ou 3 vaches. Effectivement. Et non seulement ça, on n'a pas le droit de faire boucherie. Le producteur n'a pas le droit de faire boucherie. Hein? Une vache en fin de lactation, en fin de vie, et qu'il ne peut pas être remis en veau, ne peut pas faire boucherie et vendre sa viande à monsieur, madame, tout le monde, à moins que monsieur, madame, tout le monde achète la bête, devienne à son nom, et cette personne-là s'occupe de faire boucherie elle-même. Écoutez, Mme Boutros, je pense qu'on arrive à la fin. La ferme, j'ai vécu le système aussi. On arrive à la fin de notre émission. Moi, j'aimerais simplement vous remercier d'abord d'avoir participé à notre entrevue et aussi d'avoir écrit cette série d'articles qui sont très éclairants. En terminant, je fais peut-être un parallèle avec Rondelet, la fameuse pièce, où à la fin, l'auteur pose la question, dans le fond, tous les malaises qu'on peut éprouver face à l'agriculture industrielle, est-ce que c'est pas la faute de nous, les consommateurs? On est sensible, on voudrait que ça soit plus gentil, mieux fait, mais en même temps, on cherche toujours le meilleur prix. Alors, il y a là comme une question de fond là, que tout le monde devrait peut-être se poser. Maxime Laplante, Guy Debailleul, Madame Boutros, Simon Bégin. Je suis content d'avoir participé encore aujourd'hui à cette émission-là. Madame Boutros, j'aimerais qu'on se redonne un deuxième rendez-vous. Je pense que 30 minutes est beaucoup trop rapidement passé dans ce cas-là. On se reparle assurément, et il y en a encore long à dire, sur vos 7 articles qui, je vous répète, est présentement sur les médias sociaux. Des articles qui ont été, je regarde sur ma petite feuille, en ligne entre le 9 et le 12 janvier dernier dans le journal Le Devoir. Madame Boutros,
en mon nom, au nom de tout le monde de la vie agricole, merci beaucoup d'avoir été ici avec nous aujourd'hui. À tous et toutes, en mon nom, en nom de l'équipe également, je vous souhaite de passer une très, très bonne journée. Sébastien Saint-Pierre qui vous dit salut, à la prochaine.